la grande parade du 20 mai et des grandes fêtes à Douala, le gouverneur Samuel Dieudonné Iva Dibois arrive, comme on le voit dans ces images, le salue, et puis il tend pas la main, il passe au président du conseil régional, au maire de la ville, ainsi de suite. Cette image fait l'objet de nombreux commentaires sur les choses vues à travers cette image. Qu'est-ce qu'on peut, est-ce que cette image vient s'ajouter au dossier relatif au mauvais rapport, on préfère le dire ainsi, entre le gouverneur et le préfet? La caméra a capté l'instant, quelques secondes, pas plus. Mais dans ce pays où les signes ont la force des sentences, ce geste bref va traverser le Cameroun en quelques heures. Les groupes WhatsApp s'embrasent. Les journalistes se saisissent de l'image et ceux qui connaissent les dessous de l'affaire comprennent aussitôt. Ce n'est pas un oubli. Ce n'est pas une maladresse, c'est un jugement rendu en public, sans appel, devant la République entière. Le gouverneur Iva Dibois, c'est un homme de tempérance. Oui. Il a toujours fait preuve de courtoisie, notamment républicaine. Qu'il soit allé jusqu'à poser cet acte en public, ça veut dire que il lui est revenu beaucoup de choses. Iva Dibois lui parle de protocole. Un sous-préfet, un préfet, un président du conseil régional. Il y a un ordre et cet ordre-là n'est pas négociable. Selon lui, Siliac Marine Vogo refusait systématiquement de se voir précédé par le président du conseil régional dans le rang protocolaire. Une insubordination répétée, une leçon publique d'honte pour une faute publique. Le conflit de protocole n'est que le masque d'un conflit bien plus profond. La main non tendue est la surface immergée d'un iceberg souterrain qui grossit depuis des mois. Depuis une lettre, depuis une parcelle de terre, depuis des ambitions qui se heurtent dans l'obscurité des antichambres. Moi, je pense pour ma part qu'un préfet ne peut pas aller jusqu'à écrire contre un gouverneur, n'est-ce pas, au ministre de l'administration territoriale, si lui-même il n'a pas, comme on dit au quartier, les pieds sur terre. Qui sont ceux qui sont derrière le préfet? Le 14 avril 2026, 6 semaines avant la fête nationale, dans son bureau de la préfecture du Vouré, Siliac Marine Vogo saisit sa plume. Ce qu'il écrit ce jour-là n'est pas une note administrative ordinaire, c'est un cri. C'est une accusation, c'est une déclaration de guerre adressée au ministre de l'administration territoriale pour la Tangandji. Dans cette lettre, qui ne devait pas quitter les tiroirs des chancelleries et qui pourtant va se retrouver sur tous les téléphones du Cameroun, le préfet du Vouré décrit une cabale dont l'architecte, selon lui, serait son propre supérieur hiérarchique. Qui a motivé le préfet à écrire contre le gouverneur au MINAT, au ministre de l'administration territoriale? On est dans un contexte, manifestement, le préfet, comme je l'ai dit, a des soutiens. Et ces soutiens-là viennent d'où? Sortent d'où? La fait part d'un bout de terre, une parcelle de 4000 mètres carrés au lieu-dit Japoma Bakoko dans la périphérie de Douala, une dépendance du domaine public routier de l'État. Rien d'exceptionnel en apparence, sauf que cette parcelle est convoitée, sauf qu'un homme d'affaires du nom de Defar Maurice, que le préfet qualifie dans sa lettre de sulfureux prédateur foncier, possède déjà 9 hectares contigus dans la zone et lorgne vers cette extension. Sauf que le préfet a refusé de signer. Et cela dit-il que la machine s'est mise en marche contre lui. Des chefs de canton du Vouré seraient venus le voir, les yeux baissés, lui avouer
qu'on les avait utilisés, manipulés. On leur avait demandé de signer une pétition l'accusant de spoliation foncière, une fiction, dit le préfet, une machination savamment orchestrée. Et le chef de l'orchestre, selon lui, le gouverneur du littoral lui-même, profitant d'un passage à l'aéroport international de Douala, Iva Hadiboa aurait réuni les chefs du Ngondo pour leur demander de rédiger un pamphlet contre le préfet. Une scène de coulisses, une mise en scène, si elle est vraie, d'une audace stupéfiante. Mais voilà, le Ngondo parle, et ce que dit le Ngondo contredit tout. Dans une correspondance publiée le 15 mai 2026, les chefs traditionnels Sawa rejettent catégoriquement les accusations du préfet. Ils dénoncent des contre-vérités. Ils dédouanent le gouverneur du littoral. Deux récits, un seul peut être vrai et personne ne sait encore lequel. Je veux dire les choses clairement. Qui te disent qu'il a un profil ministériel. D'accord. Il est du Sud. Et il est du Sud. De l'océan. Il est de l'océan. Donc les gens sont prêts, dans l'océan, à coaliser avec le préfet. Pour noyer le gouverneur, il n'y a rien à faire. C'est-à-dire, parce de dire que cette affaire-là vient de loin. Ça vient de loin. Il faut être politiquement naïf pour ne pas croire que les manœuvres viennent de loin. Pourquoi quelqu'un voudrait la peau d'Iva Hadiboa? Né en 62 à Gaoundéré, dans le nord, au carrefour des cultures, fils d'un ancien de l'église évangélique, il entre à l'ENAM, son administrateur civil et commence ce que l'on appelle ici la traversée du désert. Les sous-préfectures, les préfectures, les postes ingrats et les régions difficiles que l'on traverse pour prouver qu'on est digne des sommets. Chef du cabinet du gouverneur du littoral. Dès 1990, sous-préfet de Douala 4e, puis de Konsamba, préfet du Nkam, du Mbam, Nkim, du Haut-Nkam, gouverneur de l'Ouest en 2010, gouverneur de l'Est en 2012, puis en octobre 2015, le couronnement, gouverneur du littoral. La région la plus riche, la plus complexe, la plus explosive. On ne joue pas avec Douala, lui avait dit le ministre Sadi le jour de son installation. 11 ans plus tard, il est toujours là. 11 ans, dans un système où les gouverneurs tournent tous les 2 ou 3 ans. Rester 11 ans au même poste est en soi un message. Cela dit la confiance du prince. Cela dit aussi l'utilité de l'homme et surtout, et c'est là que les jalousies commencent à brûler. Cela dit que cet homme-là pourrait monter encore. Et moi je dis, si on veut enquêter sur cette affaire, il faudrait rentrer dans l'océan. L'océan vous a fait. Je connais leur méthode. Je dis, je connais leur méthode. Il y a des artificiels qui sont là dans l'ombre. Et la cible serait donc mais le gouverneur, puisque ministrable. Les flibustiers là, ils se disent qu'il est ministrable. Voilà le fond de l'affaire. Ministrable, ce mot, au Cameroun, a le poids d'une menace. Pas pour celui qui est désigné ainsi, pour tous ceux qui autour de lui calculent ce que sa montée signifie pour leur propre position. Dans le jeu de nomination à Yaoundé, un ministre potentiel de plus, c'est un ministre potentiel de moins pour quelqu'un d'autre. Et dans les régions du Sud où les candidats à la grâce présidentielle se comptent à la douzaine, l'arrivée d'un homme dans l'arène ministérielle peut redistribuer des cartes que d'autres croyaient déjà tenir. Être ministrable au Cameroun, c'est devenir une cible. Et moi je dis, ils sont dans une région ou un département extrêmement sensible. Je dis bien extrêmement sensible. Derrière cette guerre entre deux hommes, il y a une architecture, un système. Et ce système-là, une fois qu'on l'a compris, explique tout ce qui paraissait inexplicable. Si un préfet décide de tenir tête à un gouverneur,
le MINAT lui fait quoi? Le MINAT ne lui fait rien. N'est-ce pas? Parce que le préfet n'est pas là par la volonté du MINAT. Il est là par la volonté du chef de l'État. Si un sous-préfet décide de désobéir, et là au littoral, là, c'est tous les jours que les sous-préfets désobéissent à tout le monde. Ah bon? Ils désobéissent au préfet, ils désobéissent au gouverneur, ils désobéissent même au MINAT. Ils désobéissent même au MINAT. Tout simplement parce que chacun a son bic, chacun a sa relation avec le président. Chacun sait comment il a fait pour obtenir sa nomination. Ce sont les limites du modèle clientéliste. Parce que normalement, le MINAT devrait être celui qui a autorité sur son gouverneur, sur son préfet, sur son sous-préfet, et qui devait traiter de ce genre de choses. S'il y a un problème, il décide de t'enlever, il t'enlève. Le MINAT ne peut pas enlever un sous-préfet. Il ne peut pas enlever un préfet. Il ne peut pas enlever un gouverneur. Il ne peut même pas le suspendre. Le résultat, le MINAT se met dans une position où il regarde faire. Ce que dit Elimbi Lobert, c'est la vérité nue du système. Au Cameroun, le président nomme tout. Gouverneur, préfet, sous-préfet, tous tiennent leur légitimité d'un seul homme et d'une seule signature. Ce qui signifie que la hiérarchie administrative, au fond, n'est qu'un décor de théâtre. Chacun a son canal direct vers le palais. Chacun a ses protecteurs, ses relais, ses entrées. Et chacun sait que la vraie bataille ne se gagne pas dans les bureaux officiels, mais dans les salons de Yaoundé où se murmure le nom du prochain remaniement. Il ne faut pas négliger ces grenouillages, ces jeux d'intrigue-là, notamment quand ils prennent une dimension épistolaire, c'est-à-dire quand il y a des courriers. Voilà. Ça traduit déjà le fait qu'il ne s'agit pas simplement d'un conflit personnel, c'est un conflit d'intérêt. Ça, c'est la première chose. Et il faut savoir que dans ces luttes, il y a plusieurs couches. Et ce n'est pas... Et dans ces couches-là, il ne faut pas négliger. Et c'est ça la transformation que le système de la communication politique a. Il ne faut pas négliger les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux Tout à fait. sont en train de remodeler l'espace public. Les réseaux sociaux, justement, la lettre du préfet n'était pas censée y circuler. Alors, qui l'a fait fuiter? La question posée par Jean-Robert Wafo est en elle-même une réponse partielle. Dans ce système, on ne laisse pas fuiter un document par accident. Une fuite est une arme. Quelqu'un, quelque part, a décidé qu'il était temps d'exposer le conflit à la lumière, d'y faire entrer le tribunal de l'opinion, de forcer la main du MINAT, de brûler le gouverneur avant qu'il ne monte. D'abord, qui a mis la correspondance? Qui a fait fuiter cette correspondance? Parce que je ne vois pas un préfet qui est sous l'autorité d'un gouverneur écrit contre le gouverneur. Et ça se retrouve dans les réseaux sociaux. J'aimerais bien savoir la position du MINAT. Non, le MINAT était au tennis club hier. Non, je veux dire, lui qui est si prompt à faire des sorties, n'est-ce pas, quand il y a la moindre virgule. D'accord. J'aimerais bien savoir quelle est sa Là, c'est dans position. sa maison. Là, c'est à l'intérieur. Peut-être que lui-même, le MINAT, peut-être que lui-même, c'est-à-dire que tire son compte dans cette affaire. Ah, en tant que qui? Mais il peut avoir peur Au frère du que... Sud, parce que c'est son épouse du Sud. Non mais, écoutez, et s'il y a un des protagonistes qui pouvait monter... MINAT. Vous avez tout compris. Paul Atangandji n'a pas répondu. Pas officiellement. Le MINAT, ce ministre prompt, dit-on, à réagir à la moindre virgule, a reçu la lettre du préfet le 14 avril. Il a reçu la contre-lettre du Ngondo le 15 mai. Et depuis lors, le silence, un silence éloquent, un silence qui, dans ce système, peut vouloir dire beaucoup de choses. Peut-être qu'il le laisse pour y pouvoir qui tombe le premier. Peut-être qu'il a ses propres raisons de ne pas trancher. Peut-être, et c'est ce que suggère Jean-Robert Wafo, que le MINAT lui-même a un intérêt dans cette affaire. Que si un gouverneur du littoral devait un jour monter au gouvernement,
sa propre position s'en trouverait menacée et qu'un gouverneur affaibli, mouillé dans un scandale foncier est un gouverneur qui ne monte nulle part. Ça traduit simplement la mauvaise gouvernance. Et ça traduit un état d'ignorance généralisée des acteurs. Parce que si le président, il y a tous ces gens-là, aucun de ne voit le président. Oui. Le président est dans sa bulle là-bas. Il fait ses choses, aucun de n'est au courant. Si le président veut nommer Iva Edibois, ces manœuvres ne vont pas l'empêcher de le nommer. Il y a eu des scènes comme ça avant dans d'autres circonstances. Voilà le paradoxe absurde du système. On se bat pour influencer une décision que nul ne peut influencer. On mobilise des réseaux, on fait fuiter des lettres, on orchestre des cabales pour convaincre un homme qui, dans sa bulle palatiale, ne consulte que lui-même et ne répond qu'à sa propre logique. Paul Biya ne nomme pas au mérite. Il ne nomme pas par pression. Il nomme quand il l'entend. Et souvent là où personne ne l'attend. Il y a un problème de cohésion. Je vous ai dit la dernière fois ici que l'incohérence gouverne et le gouvernement de la République et les autres, et ses démembrements. Samuel Dieudonné Iva Hadiboa est un chrétien. Pas dans le sens convenu du terme. Pas la religion de façade que beaucoup portent comme un costume au Cameroun. Un chrétien né de nouveau, converti lors d'un camp du groupe public des élèves et étudiants en première année d'université. Un homme qui raconte sa naissance comme un miracle. Il est le 9e enfant d'une mère qui en a perdu 16, 8 avant lui, 8 après. Le seul survivant, l'unique, un miracle, dit-il, que Dieu a gardé pour une raison. Cet homme-là, qui prie, qui déclare publiquement sa foi, qui fonde son autorité sur ce qu'il appelle la justice et la loyauté, se retrouve aujourd'hui accusé d'être le parrain d'un cartel foncier, d'avoir instrumentalisé les chefs traditionnels, de comploter contre son subordonné. Si les accusations sont fausses, la blessure est d'autant plus profonde qu'elle touche ce qu'il considère comme l'essence même de ce qu'il est. Si elles sont vraies, l'ironie est terrible. L'homme de Dieu dans les griffes de la boue. La relation politique se fonde toujours sur la relation humaine. Ça veut dire que dans la politique et dans sa partie techno-gestionnaire qu'est l'administration, il y a toujours des hommes. Et très souvent, il peut y avoir des conflits entre les hommes, notamment des conflits entre supérieurs et subordonnés. Et on est là manifestement dans un cas de ce type. Il est tard maintenant. La fête est finie. Les drapeaux ont été repliés. Les fanfares sont tuées. La place des fêtes de Besséquet s'est vidée et Douala a repris sa respiration chaotique de métropole sans pitié. Mais l'image reste. Ces quelques secondes filmées, partagées, disséquées. Le salut militaire d'un homme à son subordonné. La main qui s'arrête, le corps qui tourne, le vide. Dans ce geste est contenue toute la tragédie d'un système. Un système où la loyauté est une faiblesse, où l'excellence est une menace, où un homme peut passer 35 ans à servir l'État avec intégrité et se retrouver le matin de la fête nationale au cœur d'une guerre qu'il n'a peut-être pas choisie, mais que d'autres ont décidé de lui imposer. Samuel Dieudonné Iva Hadiboa est debout. Pour combien de temps encore? Au Cameroun, les carrières peuvent s'effondrer en une phrase murmurée au bon moment, dans la bonne oreille, dans le bon couloir du palais. Et les hommes qui montent trop haut apprennent toujours, tôt ou tard, que d'autres ont préparé pour eux les planches d'un cercueil de réputation.
La main non tendue était un avertissement. À qui exactement? Au préfet, aux artifices dans l'ombre, aux minates silencieux ou à tous ceux qui ont un jour croyaient pouvoir enterrer cet homme qui dit être né, miraculé, et qui s'entête debout à ne pas leur donner cette satisfaction